Très bien, je vous propose qu'on commence. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir répondu favorablement à cette invitation de Banque Maghreb pour présenter, comme à l'accoutumée, notre rapport annuel sur la supervision bancaire. C'est la 15e édition, donc cette année. Je pense qu'on va vous remettre un dossier de presse qui contient et le support de la présentation qui va être déroulé et le communiqué de presse dans les 3 langues, donc arabe, français et anglais. Donc, sans plus tarder, notre rapport pour cette année est structuré en 4 parties. Donc, dans une première partie, on fait le point donc, sur l'évolution de la structure, de l'activité et de la rentabilité des établissements de crédit. On va également développer quels sont les risques bancaires auxquels sont exposés donc les établissements de crédit, avant de donner les évolutions et les développements en matière légale et réglementaire pour ce qui est de l'activité bancaire, et finir sur les évolutions en ce qui concerne donc la supervision de Banque Maghreb du système bancaire pour l'année 2018. Alors, en ce qui concerne la démographie ou la population donc, des établissements de crédit, on est sur une population qui est restée stable entre 2017 et 2018. Les différences sont plutôt au niveau des sous-catégories, avec les sociétés de financement qui sont en baisse de 32 à 28. Alors ça, il y a un effet fusion-absorption de 2 sociétés de crédit à la consommation, donc ce qui nous fait une société en moins. Et nous avons également 3 des sociétés de financement qui étaient spécialisées dans la gestion des moyens de paiement, qui ont été agréées pour exercer les services de paiement adossés à des comptes de paiement et donc qui ont pris la qualificatif d'établissement de paiement. Également, au niveau de la catégorie des établissements de paiement, comme vous le voyez, on a une augmentation de ce nombre liée donc aux agréments qui ont été accordés en 2018 et dont certains ont été également accordés plus tard. Donc la population finale des établissements de paiement, elle est supérieure à 13. Aujourd'hui, on est en train de parler de 17 établissements de paiement. Sur les parts de marché, bien évidemment, on continue à avoir la catégorie des banques qui représente la part la plus importante, donc 81% du total des actifs des établissements de crédit et organismes assimilés se réfèrent donc au système bancaire. Et si on focus sur les parts de marché entre banques conventionnelles en termes de total actif, on voit que globalement c'est une structure qui n'a pas varié de manière sensible par rapport à l'année dernière, puisque les banques à capital privé marocain sont autour de 65%, c'est 100 points de base de moins par rapport à l'année dernière. Les banques à capital majoritairement étranger sont restées stables, tandis que les banques à capital majoritairement public ont légèrement augmenté, donc de 100 points de base en termes d'actifs détenus. Sur le niveau de concentration, là aussi, c'est une structure qui est restée globalement alignée par rapport à l'année dernière. On a un léger retrait des 3 premières banques qui représentent 64% de part de marché en termes de total actif. Donc c'est 100 points de base de moins par rapport à l'année dernière. Alors, en termes de structure et de statistiques concernant le réseau et le nombre de comptes, ce qu'on peut voir sur le graphique en haut à gauche, c'est que le nombre d'agences a confirmé un peu sa décélération. Donc, on a une progression de 1,8% en 2018, ce qui nous amène à un réseau de 6500 agences. Ce ralentissement-là, il a déjà démarré depuis 2013, donc on avait 2013-2015, on avait un taux de progression des agences de l'ordre de 4%. Là, on est à 1,8%. Et avant 2013, sur la période 2007-2016, on avait des progressions qui étaient de l'ordre de 9% du réseau d'agences. Donc cette décélération, elle est à mettre en relation avec le développement des canaux digitaux, via notamment donc les canaux d'Internet et les canaux mobiles. D'ailleurs, on a une augmentation annuelle maintenant du nombre d'agences de 100, alors qu'on était à 200 il y a 3-4 ans et qu'on était à plus de 300 il y a 5 à 6 ans.
D'ailleurs, le digital au Maroc, on l'observe dans la digitalisation un peu du réseau, c'est-à-dire que le réseau continuera à jouer son rôle dans l'inclusion financière, mais les banques vont l'outiller progressivement d'outils digitaux et vont le numériser pour lui donner plus un rôle de conseil dans la relation client. On voit également que sur le nombre de GAB, on a aussi une certaine tendance à la décélération. Donc on a une progression de 3,8% pour un réseau de GAB de 7289 GAB à fin 2018. Là aussi, on est sur une ouverture de GAB de 200 à 300 unités sur les 4 dernières années. On était à plus de 400 GAB ouverts par an sur les années précédentes. Ce qu'on constate aussi sur cet aspect des choses, c'est que les banques mettent de plus en plus en place des GAB multiservices qui vont permettre de réaliser un certain nombre d'opérations qui auparavant nécessitaient de passer en agence. En particulier, je peux citer le cas des dépôts de chèques ou des dépôts d'espèces au niveau de ces GAB-là. Donc sur le nombre de comptes, donc c'est le graphique en bas à gauche, on a une progression de l'ordre de 5%, donc 27 millions de comptes bancaires contre 26 millions l'année dernière, donc c'est à peu près 1 million de comptes qui ont été ouverts. Ce qu'on voit par contre, c'est que le taux de détention de comptes bancaires par donc la population adulte ayant plus de 15 ans, et c'est le graphique en bas à droite, il a progressé de manière assez intéressante en 2018 puisqu'il a pris 400 points de base. Donc on a 60% de la population qui détient un compte bancaire. C'est meilleur que ce qu'on a pu observer donc les années précédentes. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, on voit que ce taux est différencié selon qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Donc pour les hommes, on est à un taux de 77%. Pour les femmes, on est à un taux de 40%. Alors, quand on regarde aussi par tranche d'âge, là aussi, il y a des situations assez différenciées, puisque les personnes qui sont âgées entre 25 et 60 ans, elles ont un taux de détention de 69%, donc pratiquement 70%. Les personnes âgées de plus de 65 ans, plus de 60 ans ont un taux de détention de 83%, et c'est plutôt au niveau de la catégorie des jeunes, donc inférieurs à 25 ans, que le taux est le plus bas, avec un taux de détention de 24%. Alors sur le graphique en haut à droite, vous avez le nombre de cartes bancaires, donc ça suit un peu une évolution assez dynamique, avec 7% de taux de progression, donc 15 millions de cartes qui sont en circulation, un peu plus de 1 million de cartes par an, et la majorité continue à être utilisée pour les besoins de retrait. Alors en termes de présence des groupes bancaires à l'international, donc avec les opérations qui se sont réalisées cette année, on a une présence au niveau de 35 pays à l'étranger. Donc sur le continent africain, la présence est de 27 pays. Essentiellement situés en Afrique de l'Ouest avec une dizaine de pays de présence, l'Afrique centrale, 6 pays, l'Afrique de l'Est, 6 pays, l'Afrique du Nord, 3 pays et l'Afrique australe, 2 pays. Donc en Europe, les banques marocaines sont présentes au niveau de 7 pays, donc en grande majorité au niveau des pays de résidence, donc des Marocains résidant à l'étranger, en France, en Italie, Espagne, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Il y a eu récemment également une présence qui s'est installée sous forme de succursale au niveau de la Chine, donc depuis 2018, avec un démarrage qui s'est opérationnalisé en 2019. Donc au total, les banques ont également des bureaux de représentation dans 11 pays, donc ils ne sont pas représentés ici, donc ce sont davantage des bureaux de représentation, surtout en Europe, en Asie et en Amérique. Alors sur l'activité bancaire à proprement parler, ce qu'on a pu constater cette année, c'est qu'on a une persistance de l'atonie du crédit, vu la conjoncture économique qui est demeurée difficile, et en particulier le crédit aux entreprises. Donc comme vous le voyez sur le graphique
en haut à gauche, le crédit a augmenté de 6,5% globalement. Cet encours-là comprend l'opération de financement des arriérés de TVA par les banques qui s'est déroulée donc en 2018 pour un encours de 27 milliards de dirhams. Si nous devions retraiter donc cet encours-là de ces opérations-là, on aurait une évolution du crédit qui serait ramenée à 3,3%. Alors, l'évolution des crédits par objet économique, tous segments confondus, sont représentés en bas. Donc vous avez le crédit de trésorerie qui a progressé de 6,2% à 177 milliards de dirhams. Ça reste quand même orienté plus sur des grosses opérations ainsi que des agents économiques financiers. Le crédit à l'équipement a confirmé sa décélération à 4% pour un encours de 201 milliards de dirhams. Le crédit à la promotion immobilière a continué de se contracter après une embellie légère en 2017. Donc on a un encours qui reste en deçà de 60 milliards de dirhams. Les créances acquises par affacturage, donc elles ont augmenté significativement avec l'opération de financement des arriérés de TVA. Donc on a un encours globalement de 31 milliards de dirhams. Le crédit à l'habitat, donc on passe au ménage, a progressé de 3%. Et également, le crédit à la consommation au ménage s'est légèrement accéléré à 5,7% pour atteindre un encours de 53 milliards de dirhams. Alors, si on se focalise sur les agents économiques pour voir l'évolution des crédits, on voit que sur les entreprises privées, c'est le graphique en haut à gauche, plutôt à droite. Sur les entreprises privées, nous avons eu un ralentissement net puisque la progression n'a pas dépassé 0,3% pour un encours de 377 milliards de dirhams. S'agissant des ménages, le taux de progression est resté stable sur les 2 années, donc autour de 4%. Donc cette année, on a eu également un mouvement de décélération des dépôts qui ont progressé de 2,9% à 928 milliards de dirhams. Quand on regarde donc par catégorie, ce sont donc les comptes à vue créditeurs qui ont progressé de 2,4% à 566 milliards de dirhams. Nous avons les dépôts à terme qui se sont légèrement améliorés à 0,9% et les comptes d'épargne qui ont progressé à 3,5% contre 5,4% l'année précédente. Là aussi, si on fait une analyse par agent économique, nous voyons que les dépôts des particuliers résidents donc au Maroc ont progressé de 4,6%, donc c'est quand même une décélération par rapport à l'année dernière. Et cette décélération, on peut la voir sous l'angle de l'augmentation de certains placements alternatifs, comme les placements en valeur mobilière. Ils ont progressé autour de 9%. Nous avons aussi les placements en assurance vie qui ont progressé de 8%. Mais également, on a observé une augmentation de la circulation fiduciaire sur l'année 2018. Les dépôts des Marocains résidant à l'étranger ont également ralenti à 0,9% contre 5,1% l'année dernière. Et cela est lié à la baisse des transferts des MRE qui a été observée également en 2018. Sur les entreprises non financières, nous avons une amélioration des dépôts de 5,6% pour un encours de 232 milliards de dirhams. Donc, on arrive maintenant au sujet de la rentabilité des banques. Ce qu'on peut voir cette année, c'est que globalement, le résultat net s'est amélioré pour un rendement qui est resté assez stable. Donc, si on regarde les différentes composantes, on voit que le produit net bancaire s'est renforcé de 2,8%. Et ça couvre une amélioration aussi bien de la marge d'intérêt, de la marge sur commission. En revanche, les résultats sur opération de marché a fait moins bien que l'année précédente,
Et cela est lié au fait qu'il y a eu une légère augmentation des taux obligataires, donc les banques n'ont pas réalisé les mêmes résultats de marché que l'année précédente. En termes de charges d'exploitation, c'est le graphique en bas à gauche. On a eu une maîtrise des frais généraux, mais également des charges du personnel, ce qui fait que le coefficient d'exploitation des banques, qui rapporte les frais généraux par rapport au produit net bancaire, est resté stable autour de 50,7%. Pour ce qui concerne le coût du risque, après une amélioration qui avait été observée en 2017, on a une nouvelle hausse, une nouvelle poussée donc, du coût du risque cette année de pratiquement 16%, donc pour un coût du risque qui a été de 7,8 milliards de dirhams et donc qui représente à peu près 33% du résultat brut d'exploitation qui a été dégagé par les banques sur base sociale. Enfin, au niveau des rendements, donc comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a une certaine stabilité sur les 2 années 2017-2018 avec un rendement sur fonds propres qui est autour de 9,5% et un rendement sur actifs qui est de 0,9%. D'ailleurs, ce niveau de rendement a été plutôt stable sur les 4 voire même 5 dernières années. Donc on va passer à l'activité des banques et des fenêtres participatives. Donc sur l'année 2018, là ce sont les chiffres arrêtés à fin d'année. Nous avons un nombre d'agences qui a été de 100, donc sur plusieurs villes et régions. Donc je peux vous donner aussi le chiffre le plus récent qui est le chiffre de juin, c'est 124 agences. Le nombre de comptes à vue ouverts, il a plus que doublé, donc il était de 56 000 comptes à fin 2018. Selon les chiffres de fin juin, on est à 70 000, un peu plus de 70 000 comptes ouverts. Sur l'encours des financements, nous avons un montant de 4,5 milliards de dirhams qui a été octroyé en 2018. Cet encours comprend la marge qui est constatée par les banques. Comme vous le savez, c'est une opération donc, de vente. Donc, les banques achètent le bien et le revendent à la clientèle moyennant une marge et le paiement de cette marge est étalé sur la durée du financement. Donc si on devait soustraire le montant de cette marge constatée au niveau donc, de cet encours, on aurait un encours de fin 2018 de 3,2 milliards de dirhams. À fin juin, donc, le financement est de l'ordre de 6 milliards de dirhams. Et donc avec 1,7 milliard de marge constatée d'avance, donc avec, par différence on retrouve l'encours déduction faite de cette marge. Alors l'essentiel de ce financement est porté sur l'immobilier, donc à pratiquement 90% et 8% sur le financement de biens automobiles. En ce qui concerne les dépôts collectés, ils se sont chiffrés à 1,7 milliard de dirhams à fin 2018 et on est à 2 milliards de dirhams à fin juin. Alors en termes de résultats, bien évidemment, les banques participatives ont dégagé un résultat net déficitaire de 377 millions de dirhams à fin 2018, à mettre en relation avec l'importance des charges d'exploitation et des investissements qui sont réalisés dans le cadre donc, du démarrage de ces banques. Donc, nous allons passer à l'activité des sociétés de financement spécialisées. Donc, sur le crédit à la consommation, on peut voir une accélération avec un taux de progression de 8% à fin 2018 pour un encours de 53 milliards de dirhams. Cette hausse, elle est stimulée beaucoup plus par la location avec option d'achat, donc pour le financement des véhicules. Ce qui fait que le poids donc, du financement véhicule, comme vous le voyez dans le camembert du bas, a progressé à 57%. Donc c'est légèrement plus que l'année précédente. Le reliquat est porté sous forme de prêt personnel à hauteur de 42%.
En termes de résultats nets, nous voyons qu'il y a eu une baisse sur 2018 de 2,4% pour un résultat qui a cumulé 900 millions de dirhams à peu près. Donc cette baisse du résultat, elle dénote de deux facteurs. Le premier, c'est un affaiblissement des marges dans un contexte qui est concurrentiel au niveau donc des sociétés de crédit à la consommation. Le deuxième, et ça peut être mis aussi en relation avec certains produits promotionnels comme le crédit à taux zéro, dans lesquels les sociétés de crédit à la consommation cédaient une partie de leur marge aux concessionnaires automobiles. Également, le deuxième facteur, ça a été une hausse du coût du risque en 2018, qui a aussi contribué à l'affaiblissement du résultat. Sur les sociétés de crédit bail, nous avons eu une progression de 4,7% après 5,7% à l'année dernière, qui est essentiellement soutenue par le crédit bail mobilier et dans une moindre mesure par le crédit bail immobilier. Vous le voyez, donc dans le camembert en bas, on a le mobilier qui représente pratiquement les 2/3 de l'encours qui est porté par ces sociétés de crédit. Le résultat net s'est amélioré de 4,3%, donc pratiquement aligné par rapport à la progression des crédits. Donc, sur l'activité et la rentabilité des banques sur base consolidée cette fois-ci, donc en regardant le périmètre des 9 groupes bancaires qui établissent des comptes consolidés, nous voyons donc que le total bilan a progressé de 4,6% pour s'établir à un total bilan de 1611 milliards de dirhams à fin 2018. Alors, ce qu'il faut noter à ce niveau-là, c'est que l'année 2018 a été marquée par l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 et donc cette progression intègre l'impact de cette entrée en vigueur au niveau donc du total bilan, puisque l'entrée en vigueur de la norme IFRS 9 a induit un additionnel en termes de dépréciation des crédits, en particulier des crédits sains, dès leur octroi. Et cet impact-là, il est de 13,2 milliards de dirhams sur les capitaux propres. Si on devait neutraliser donc cet impact, eh bien, on aurait eu une progression supérieure à 5,4%. Cette progression, elle est soutenue par l'évolution du crédit, principalement. En termes de rentabilité, le PNB s'est renforcé de 3,3%. Il a été tiré aussi bien par la marge d'intermédiation que la marge sur commission. Comme pour le résultat sur base sociale, le résultat de marché, lui, a cédé une part en 2018. Le résultat net s'est amélioré de 4,4% pour un montant de 14 milliards de dirhams. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau du camembert en haut à droite, la contribution par métier est restée relativement stable, avec l'activité bancaire qui constitue la part prédominante de l'activité des groupes bancaires marocains, 91%. C'est 100 points de base de moins en faveur des financements spécialisés, qui représentent 6% des actifs, les activités d'assurance et gestion d'actifs se partageant les 3% restants. Donc, si on focus donc sur la rentabilité et l'activité à l'international, pour les 3 groupes bancaires qui ont cette activité-là, on voit que l'activité à l'international représente 24% du total actif. Donc c'est un point de plus par rapport à 2017. Et sur le résultat net part du groupe, il émane à hauteur de 30% des activités réalisées à l'étranger, donc 200 points de base de plus que l'année dernière. Donc en termes d'évolution des risques bancaires, sur la sinistralité,
Donc on a une nouvelle poussée donc, des créances en souffrance à fin 2018 avec un encours de 65,3 milliards de dirhams. Néanmoins, le taux de sinistralité s'est infléchi à 7,3%. Si on fait une rétrospective des années passées, on voit qu'on a une tendance au ralentissement qui se confirme de plus en plus. Donc, par rapport aux années 2010-2014 où on avait des progressions à 2 chiffres, les années 2017 et 2018, on a des progressions qui se sont ralenties. En termes de taux de provisionnement, on est sur un taux de provisionnement de 69%. Ce taux de provisionnement, bien évidemment, il faut le lire en fonction du mix des créances en souffrance, mais aussi en fonction du collatéral qui est détenu par les banques en couverture des créances non performantes. À côté de cela, les banques ont constitué une provision à caractère général pour les créances sensibles qui a progressé de 11% et elle s'établit à 9,3 milliards de dirhams à fin 2018. Donc, sur la liquidité, comme vous pouvez le voir donc, sur le graphique en bas à gauche, on a un besoin de liquidité qui s'est accentué en 2018 en lien avec l'augmentation de la circulation fiduciaire et la légère baisse des réserves de change. Également, on l'a vu tout à l'heure, on a une progression des crédits qui a été supérieure à celle des dépôts. Donc, ce qui a donné lieu à l'augmentation des injections de Banque al-Maghreb en termes d'avance à 7 jours. Les actifs liquides et réalisables ont quelque peu décéléré à 12,1% tout en restant à un niveau confortable. Dans ces actifs liquides et réalisables, alors c'est 12,1% par rapport au total des emplois. Donc dans ces actifs liquides et réalisables, nous trouvons en particulier les valeurs en caisse, les dépôts auprès de Banque al-Maghreb, les prêts de trésorerie vis-à-vis des banques, les portefeuilles bons du trésor qui sont disponibles et le portefeuille certificat de dépôt qui est disponible, c'est-à-dire qui n'est pas mobilisé en couverture d'une opération de repo. Donc sur les grands risques, comme vous pouvez le voir donc, au niveau du graphique en bas à droite, on a un risque de concentration qui a poursuivi sa tendance à l'atténuation avec un ratio des grands risques, c'est-à-dire les expositions qui sont supérieures à 5% des fonds propres, rapportés aux fonds propres qui ont baissé à 2,7 fois contre presque 4 fois, donc 3,8 fois il y a une dizaine d'années. Enfin, en ce qui concerne la solvabilité, donc, on a des fonds propres des banques qui ont atteint 138 milliards de dirhams, donc un additionnel de 12 milliards de dirhams par rapport à 2017. Dans ces fonds propres-là, vous avez une majorité de fonds propres de catégorie 1, donc c'est 102 milliards de dirhams, le reste ce sont des fonds propres de catégorie 2. Ce qu'il faut aussi souligner à ce niveau-là, c'est que 2018, c'est la dernière année qui a été octroyée aux banques pour finaliser la mise en œuvre des dispositions transitoires du régime des fonds propres de Bâle 3. Et donc les dernières déductions qui étaient possibles de faire ont été faites en 2018. Et donc 2018 représente en termes normatifs un niveau d'exigence beaucoup plus élevé que les années précédentes. Alors, en ce qui concerne donc les cadres réglementaires et de supervision, donc sur la finance participative, cette année, on trouve dans le rapport donc, les évolutions qui ont été réalisées. Sur le cadre réglementaire qui régit l'activité de la finance participative, il y a eu l'émission de 2 circulaires de Banque al-Maghreb, la circulaire qui régit les conditions et modalités d'exercice par la CCG des opérations de la finance participative, donc sous forme de fenêtre. Cette circulaire a été adoptée par Banque al-Maghreb et validée par le Conseil supérieur des Oulémas pour la labellisation. Il en est de même donc d'une deuxième circulaire relative à l'istisna qui a complété la circulaire relative aux produits. Cette circulaire également a été labellisée par le Conseil supérieur des Oulémas. Sur ce qui concerne les contrats bancaires participatifs, donc il y a eu l'adoption et la labellisation par le Conseil supérieur des Oulémas du contrat porteur-carte
la convention de compte titre des banques et des fenêtres participatives, de la Wakala bil Istithmar, qui est un instrument de refinancement des banques participatives auprès d'autres banques, et plus récemment, donc sur le deuxième trimestre 2019, le contrat du dépôt d'investissement non restreint. Actuellement, il y a le contrat Selem et Ijara Muntahiya Bitemlik qui sont au niveau donc d'un examen par le CSO qui font l'objet d'itérations avec les acteurs bancaires et Banque El Maghreb. Donc il y a des auditions et un certain nombre de consultations qui s'opèrent. Et en ce qui concerne le contrat Istithna, c'est un contrat qui est en cours d'élaboration et de finalisation au niveau des acteurs bancaires avec l'appui de Banque El Maghreb. En ce qui concerne le cadre prudentiel, il y a eu également l'émission de 2 circulaires de Banque El Maghreb. La première relative aux fonds propres, qui adapte donc les éléments par rapport à l'activité de la banque participative, et une deuxième concernant le ratio de solvabilité. Alors, toujours sur les aspects réglementaires, les réformes et les circulaires qui ont été adoptés en 2018. Alors, il y a eu un accompagnement par rapport à la norme IFRS 9 du point de vue prudentiel. Donc, vu que c'était une norme qui a induit un impact important au niveau des capitaux propres comptables des banques, Banque El Maghreb a adopté des dispositions transitoires permettant de lisser sur 5 ans l'impact de la première application sur les fonds propres prudentiels, avec une échéance à fin 2022 pour assurer le lissage total de cet impact. Deuxième texte, ou plutôt deuxième domaine de réforme, ça concerne le domaine de la gouvernance des banques. Il y a eu donc l'édiction de 2 circulaires, l'une régissant le comité d'audit et l'autre régissant le comité des risques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la loi bancaire exige dorénavant qu'il y ait une séparation entre ces 2 comités. Banque El Maghreb a fixé un seuil à partir duquel cette séparation est obligatoire. Donc ce seuil il est défini en termes de total bilan. Dès lors qu'un établissement excède un total bilan de 30 milliards de dirhams, il doit y avoir séparation de ces 2 comités compte tenu des attributions qui doivent être exercées par chacun de ces comités. Donc ces 2 circulaires apportent définissent des exigences en termes de composition, notamment en termes de présence d'administrateurs indépendants, en termes d'interaction avec les responsables de la gestion globale des risques et le responsable de l'audit interne, et définissent également un certain nombre de prérogatives et d'attributions à exercer nécessairement par ces 2 comités en tant que comité émanant du conseil d'administration. Toujours sur les circulaires adoptés, il y a eu 3 circulaires qui définissent les conditions spécifiques applicables aux organismes assimilés. Donc les organismes assimilés que sont la CDG, les banques offshore et les associations de microcrédit. Donc en ce qui concerne la CDG, cette circulaire est venue définir un nouveau cadre prudentiel de la solvabilité qui tient compte des spécificités de ce groupe et de son business model. Donc il y a dans ce texte-là la définition de fonds propres, des exigences en fonds propres qui couvrent le risque d'investissement, qui est un risque spécifique à CDG que n'ont pas les autres acteurs bancaires. Donc il y a eu des nouvelles exigences additionnelles en fonds propres pour la couverture de ce risque d'investissement. Il y a également une nouvelle approche de la solvabilité qui a été définie pour permettre de tenir compte du rôle de CDG en tant qu'investisseur de long terme, donc avec plus une approche en termes de solvabilité pluriannuelle sur 5 ans, plutôt qu'une solvabilité observée à un instant T. Donc au niveau des banques offshore et des associations de microcrédit, ce sont des circulaires qui ont remplacé des arrêtés ministériels qui ont pratiquement maintenu l'essentiel des exigences avec quelques éléments additionnels, notamment pour tout ce qui est devoir de vigilance, le traitement des réclamations et l'adhésion au dispositif de la médiation bancaire.
Autre domaine qui a fait l'objet donc de nouvelles circulaires ou de réformes, c'est le domaine de la garantie des dépôts. Donc à ce niveau-là, il y a eu 2 circulaires. Une première relative aux conditions de versement des cotisations. Ce texte-là a pour principaux apports de permettre à Banque El Maghreb de définir des cotisations en fonds qui dépendent du profil de risque. Également, elle fixe les cotisations complémentaires que doivent apporter tout nouvel adhérent au dispositif dans le cas où il y ait une nouvelle banque. Également, elle impose des exigences en matière de système d'information pour les banques, notamment pour être capable de donner une vue unique sur le solde client pour la société gestionnaire du fonds collectif de garantie de dépôt. La deuxième circulaire, elle régit davantage la politique d'investissement et les ressources donc du fonds collectif de garantie de dépôt, ainsi que ses modalités de contribution au redressement éventuel d'un établissement de crédit. Il y a eu également l'élaboration d'un cahier des charges de la société gestionnaire du fonds collectif de garantie de dépôt qui a été créé donc, à l'issue donc, de la réforme de la loi bancaire. Donc ce cahier des charges définit des obligations en matière de fonctionnement de cette société. Également, elle définit donc les règles déontologiques et aussi le cadre d'échange avec Banque El Maghreb. Nous allons passer maintenant aux réformes et circulaires qui sont en cours, en focalisant sur 5 d'entre elles. Donc, nous avons la réforme sur la classification des créances ou de la circulaire 19G. Donc, cette réforme-là élargit la notion de défaut. Elle définit également les critères minimums en matière d'inscription en tant que créance sensible. Elle définit le traitement relatif aux créances restructurées. Son entrée en vigueur a été donc différée pour éviter les contraintes qui sont induites par la mise en œuvre simultanée avec IFRS 9 et d'une manière progressive. Donc sur la période de préparation, les banques ont été appelées à mettre en place des plans d'assainissement des dépassements persistants parce que ce sont dorénavant des nouveaux critères de défaut par rapport aux lignes autorisées. Également, il y a eu des travaux de consultation avec les commissaires aux comptes et les banques pour examiner les modalités de traitement de l'impact de la première application de la réforme. Donc, les questions plus tard. Donc, qui va être le premier impact de la réforme sur le plan comptable. Comme vous le savez, il y a tout ce qui concerne les stocks antérieurs et puis les nouveaux flux. Donc, le traitement comptable des stocks antérieurs au niveau des normes locales pourrait être interprété comme devant être constaté au niveau des résultats, ce qui n'est pas le cas, par exemple, des normes IFRS ou des normes dans d'autres pays. Et donc, nous avons engagé la discussion au niveau des commissaires aux comptes et des banques et nous avons saisi le Conseil national de la comptabilité pour formuler un avis sur le traitement du premier impact, de sorte à ce qu'on puisse impacter justement cet encours-là au niveau des capitaux propres et non pas au niveau des résultats, comme c'est le cas au niveau des normes internationales. Donc l'avis du CNC est en cours d'examen et donc on attend cet avis pour pouvoir, je dirais, stabiliser la réforme. Mais d'ores et déjà, nous avons annoncé aux banques 2 dates. La première, c'est fin 2022 pour l'entrée en vigueur de la norme relative aux créances en défaut et fin 2024 pour l'entrée en vigueur en ce qui concerne les créances sensibles. Deuxième domaine de réforme, les dations en paiement et les ventes à rémunérer. Donc je rappelle à ce niveau-là que les banques ont été amenées à acquérir des actifs immobiliers en extinction de dettes de contrepartie qui ont connu des difficultés dans une conjoncture économique difficile, que ce soit dans le secteur de la promotion immobilière ou dans d'autres secteurs. Donc l'objectif, bien sûr, de ces techniques-là, c'est de réduire la perte pour les banques. Donc il y a un objectif qui est important. Ceci étant, Banque El Maghreb estime qu'il va falloir couvrir
le risque immobilier qui est encouru par les banques de par la détention de ces actifs-là, par des éléments, des garde-fous. Alors donc on a travaillé sur cet aspect des choses en consultant les banques une première fois. Nous avons mené une étude d'impact. Aujourd'hui, le scénario qui est en train de se stabiliser, c'est un traitement prudentiel, c'est-à-dire que nous considérons qu'un actif immobilier qui reste dans le bilan bancaire au-delà d'un certain délai peut constituer un risque, et donc il faut que derrière il y ait des fonds propres additionnels pour couvrir ce risque-là. Donc nous avons défini un barème de couverture par des fonds propres en fonction de la durée de détention de l'actif immobilier dans le bilan bancaire, et ce barème-là est progressif, c'est-à-dire que au bout de 4 ans, donc on atteint le niveau maximum. Si l'actif n'est pas cédé, la banque doit constituer des fonds propres devant cet actif-là, qui équivaut à pratiquement 30% de la valeur de l'actif. Deuxième élément également par rapport aux dations en paiement, c'est tout ce qui concerne la gestion de ces actifs-là. Donc il y a une directive qui a aussi été stabilisée, qui définit quels sont les éléments à prendre en considération au niveau de la valorisation en l'entrée. Et là, en particulier, il y a des exigences en matière d'expertise, nombre d'expertises, le choix de l'expertise, la mise à jour de cette expertise en fonction du montant de l'actif. Donc ce texte-là est en phase avancée de consultation avec les banques, donc on en est à la deuxième consultation, et c'est un texte que nous prévoyons d'adopter au troisième trimestre de l'année 2019. Alors sur les conglomérats financiers, ça c'est une circulaire qui est prévue par la loi bancaire, donc qui définit les conglomérats financiers et qui prévoit que cette circulaire puisse être élaborée de manière conjointe par Banque El Maghreb, la CAPS et la MMC. Donc il y a eu un groupe de travail qui réunit les 3 autorités, qui a été formé, qui a élaboré la première version de cette circulaire qui décline les exigences. Le texte a été validé par la commission de coordination et de surveillance des risques systémiques, qui est présidée par le gouverneur et qui voit la participation donc des présidents des autorités ACAPS et AMMC et de la direction du Trésor. Donc 2019 est dédié donc aux itérations et aux interactions en termes de consultation avec les acteurs. Quatrième domaine donc, de réforme en cours, c'est la garantie des dépôts participatifs, donc à l'instar de la garantie des dépôts conventionnels. Donc il y a une circulaire qui a été élaborée, qui est aujourd'hui stabilisée, qui fixe les conditions et modalités de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts des banques participatives, et en particulier elle définit les conditions de versement et les modalités de placement. Donc cette circulaire, elle a été partagée et elle a fait l'objet de consultations avec la société gestionnaire du fonds collectif de garantie de dépôt, avec les banques, et donc on est dans une phase avancée pour son adoption par le comité d'établissement de crédit avant de la soumettre au CSO pour labellisation. Alors, cinquième élément de réforme, c'est la révision de la circulaire sur le ratio de liquidité, LCR, pour tenir compte des spécificités des banques participatives. Et donc à ce niveau-là, ce que nous avons introduit, ce sont les traitements spécifiques relatifs notamment à la détention de sukuk ou bien à l'offre de dépôt d'investissement. Alors on passe maintenant aux éléments de supervision. Donc dans le domaine de la supervision et sur les aspects transfrontaliers, en particulier sur les aspects de convention de coopération, nous avons cette année conclu une nouvelle convention de coopération avec la Banque centrale de Mauritanie et mis à jour la convention signée avec la Banque centrale de Tunisie, ce qui permet donc d'avoir une couverture plus importante des pays de présence des banques marocaines à l'étranger et donc de renforcer la coordination et aussi les différents outils donc de contrôle dont nous disposons sur ces activités à l'étranger. Sur le plan de la surveillance, à proprement parler, donc comme à l'accoutumée, nous avons deux modalités de contrôle, le contrôle permanent et le contrôle sur place.
Cette année, donc, il y a eu au niveau du contrôle permanent l'examen de l'ensemble des risques auxquels sont assujettis donc les activités bancaires. Donc on les a notés sur la droite. Donc c'est plus ou moins tout le spectre des risques que nous examinons chaque année, avec bien sûr des focus plus particuliers en fonction justement de l'évolution des indicateurs de ces risques-là. Donc typiquement cette année par exemple, on a une nouveauté, c'est le risque climatique. Donc ça c'est un risque qu'on commence de plus en plus à regarder, à essayer de comprendre aussi, parce que au niveau international, ce qui est aujourd'hui admis, c'est que le réchauffement climatique, il aura pour conséquence je dirais, la survenance de certains risques, eux-mêmes seront des sources de risques financiers à moyen terme, voire à long terme pour les banques. Et donc au niveau international, il y a un certain nombre d'instances qui se sont mises en place. Nous-mêmes, nous avons adhéré à un réseau de banques centrales pour contribuer aux travaux de ce réseau-là et commencer à intégrer cet aspect des choses dans notre surveillance. En ce qui concerne les risques également, cette année, on a fait aussi un focus assez important sur le risque de crédit, mais également sur le risque de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, pour ne citer que ces deux-là. En termes de contrôle sur place, cette année, donc, on a mené 33 missions de contrôle sur place. Donc, il y a eu 11 missions à caractère général, 8 missions à caractère thématique, 3 vérifications qui ont porté sur des missions précédentes. Et il y a eu également une mission de contrôle conjoint que nous avons menée au Mali avec la commission bancaire de l'Afrique de l'Ouest, de commission bancaire de l'UMOA, et donc ça continue donc avec ces contrôles conjoints à l'international pour couvrir le réseau des banques à l'international. Donc, au terme de nos contrôles, nous avons, comme à l'accoutumée, des plans d'action correctifs qui doivent être menés par les établissements que nous contrôlons. Et dans certains cas, il y a également le prononcé donc, de sanctions. Cette année, donc, il y a eu le prononcé de 12 sanctions disciplinaires et pécuniaires. Alors, dans le domaine de la protection de la clientèle, je terminerai sur un sujet des réclamations de la clientèle des établissements de crédit qui sont adressés à Banque Maghreb. Donc, ce qu'on a pu constater cette année, c'est une accélération qui est assez nette, puisqu'on a une augmentation de 30% des réclamations qui sont adressées à Banque Maghreb. Ces réclamations sont davantage, je dirais, orientées sur les sujets de fonctionnement de compte, sur les conditions de crédit et en troisième position sur les moyens de paiement. Donc cette année, le dénouement des réclamations s'est fait à hauteur de 72% en faveur des plaignants et à hauteur de 28% en faveur des établissements de crédit. Voilà, je m'arrêterai là. Je vous remercie pour votre attention.